Oh que oui, membres de la communauté du salon et Radio en Fan, re-bienvenue, oui, dans mon salon pour cet nouvel épisode, oui, sur l'analyse complète de Radio Enfer. Nous en sommes malheureusement, oui, juste au 5e épisode de la saison 1. J'ai nommé Benoît Brise-Face. Benny B, Benny B. C'est la première émission qui traite directement de la manipulation ainsi que de l'intimidation. Et on va se dire, ça l'introduit assez bien via le souffre-douleur préféré de Benoît Garrier-Pidi, le brise-face, c'est-à-dire Léo Rivard, directeur technique, qui était déjà, au bout du 5e épisode, un des personnages préférés des fans de Radio Enfer. Émission dans laquelle Jocelyne doit s'occuper de la réinsertion sociale d'un jeune délinquant. Oui, elle doit l'aider à se réhabiliter, mais en fait, il va juste terroriser tout le monde. De par ce fait, cet épisode met l'emphase sur la force intérieure que Léo possède. Force intérieure, oui mes amis, qu'on va pouvoir constater au fur et à mesure que les saisons avancent jusqu'à temps qu'ils partent. Bref, c'est bel et bien parti pour ce survol de cet fabuleux épisode, mes amis. Yo les jeunes! Yo! Sur le pont de Varsovie, j'aime les coquelicots. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Fesses! Montre-les à Camille que l'homme descend du singe, puis que toi t'es arrêté là! Les incohérences. On est dans une émission qui possède comme props sur le plateau des horloges. Donc, il fallait que ça arrive, oui, une erreur de temps. Oh, hey, déjà midi 18, c'est exactement l'heure de mon rendez-vous avec Monsieur Giraud. Il faut que j'y aille, hein? Salut! Hey, attends! Peut-être ton bodyguard! Il va faire des mauvaises rencontres, tu sais. Comment, ma belle petite Camille d'amour? Midi 18? Pas selon l'horloge du studio. T'es un petit peu en avance, très cher, genre de 8 minutes. Pas trop en avance, mais juste un tout petit peu. Camille, toujours prête en avance, surtout pour se sauver. Alors ici, on a une petite incohérence musicale et c'est parfaitement pardonnable, absolument. Mais il fallait que je le souligne. Ah ben, quel pic! Hey! Comment ça va? Ça fait un bout qu'on t'a pas vu au local? Non, puis je viens juste de me souvenir pourquoi. Écoute, pendant que t'es là, tu vas aller me chercher le disque de Mega Trash, là. Tu sais, celui avec la pochette, là, avec le gars qui mange un cerveau dessus? Oui, OK. Alors, ici, je crois qu'ils ont voulu inventer un groupe sur le fly, car probablement inconnu ici dans ces années-là, Mega Trash existe bel et bien, oh que oui. C'est un groupe de métal brésilien très underground qui a commencé en 1985 et qui est toujours actif officiellement aujourd'hui, mais qui n'a malheureusement pas vraiment eu de succès. 2 albums, dont un démo nommé Ends semblait malheureusement définir leur destin. Et oui, leur seul album Vinyl Warfare Noise 2 peut valoir jusqu'à 200$ maintenant en état neuf. Oh que oui! Et il est quand même très intéressant, mes amis, de noter que cet album, ce vinyle, cette pochette est sortie en 1988 et elle ressemble beaucoup au cover du jeu Doom 1 qui lui est sorti en 1993. Je dis ça, je dis rien. Les références. L'émission commence en grand avec 2 grandes affiches présentes dans le bureau de Jocelyne qui, elle, est aux prises avec Benny B. Hey, t'as été rejet dehors de 12 écoles pour comportement délinquant? Ben, 13 avec la maternelle. Un laminé et un poster. Pour le laminé, j'ai aucune idée c'est quoi, outre le fait que ça représente une vue classique du pont de Brooklyn à New York. Cependant, le poster Eldorado, ça, je sais. Eldorado est un film de Charles Binamé sorti en 1995 et qui raconte les péripéties amoureuses de plusieurs jeunes personnes dans un été caniculaire au cœur de Montréal. La nuit n'aura jamais de fin. Ce n'est pas dans mes tops du cinoche québécois, mais c'est un film à voir. On peut constater tout le petit côté tendre de Jocelyne avec ce tableau. Est-ce que tu connais un petit peu ça, la radio, toi? Hey, je comprends que je connais ça.
Des radios, là, j'en ai assez volé. Cadre sur lequel on y voit un Pierrot qui est un personnage type de la commedia dell'arte. Au théâtre et dans la culture populaire contemporaine, le personnage de Pierrot est celui d'un clown triste, épris de Colombine, qui, elle, malheureusement, préfère un harlequin jovial et épanoui. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Et on le sait tous, hein, malheureusement, Jocelyne cache son désarroi, sa peur, ses craintes, son malheur, derrière sa bonne humeur exagérée et son énergie débordante. Une énergie. C'est plus fort que l'énergie. On y va avec un poster d'un de mes groupes favoris avec un de mes créateurs favoris, mes amis, oui. Là, je pense que tu comprends pas, hein? Moi, ça fait 3 ans que je travaille à la radio. Toi, ça fait 5 minutes. Tu vas pas commencer à me piler ça à la tête, là, hein? Tu crois? OK, y'a pas de problème, on s'énerve pas, OK? On Non, s'énerve parce que moi, je suis pas d'un naturel violent, mais ceux que j'ai envoyés dans le plâtre étaient tous d'un naturel fatigant. On peut apercevoir ici une partie de poster de Nine Inch Nails qui, en 95, allait nous sortir son deuxième album, The Download Spiral. Nine Inch Nails qui a su se démarquer et s'élever bien au sommet en tant qu'artiste, mes amis. Oh que oui! Et je vous somme d'aller au moins vous taper un album de Nine Inch Nails, s'il vous plaît. Et tant que ça, eh bien, tapez-vous le double album Fragile. Alors ici, on y va avec une série de groupes de musique, fait qu'on va survoler tout ceci. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, du Aerosmith pis du Def Leppard, toi. Du Nathalie Simard, tant qu'à faire. Alors on y va avec Aerosmith, formé en 1970. Son style hard rock typique des années 70 a inspiré de nombreux artistes de rock et de métal ultérieurs. Aerosmith est l'un des groupes de rock qui a connu le plus grand succès avec 150 millions d'albums vendus dans le monde. On y va ensuite avec Def Leppard. Groupe de rock britannique formé en 1977, particulièrement populaire dans les années 80, le groupe est associé à la nouvelle vague du heavy metal britannique, plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde. On continue sur notre lancée avec Nathalie Simard. Nathalie Simard, et oui, est une chanteuse québécoise, sœur cadette du chanteur René Simard. Elle commencera sa carrière en 1979 jusqu'en 2009, et non sans péripéties intenses et parfois malheureusement déplorables. On enchaîne immédiatement avec ceci. Minou, va me chercher des affaires qui drive, là, OK? Du Ozzy Osbourne, du Metallica, puis du Iron Maiden. OK, pas de problème. Pour ce qui est de Ozzy Osbourne, c'est un chanteur autant connu solo que pour son groupe Black Sabbath, un des groupes forts du métal. Il est aussi connu pour son émission de télé-réalité sortie en 2002. What the fuck is that? Nous avons ensuite Metallica, qui est un groupe de heavy metal américain originaire de Californie et considéré comme le plus grand groupe de métal de tous les temps. Et puis nous avons ensuite Iron Maiden, qui est un groupe de heavy metal britannique formé le jour de Noël 1975. Ils ont vendu plus de 100 millions d'albums et ils représentent l'un des plus grands succès commerciaux du heavy metal. T'en voulais-tu des références musicales? Ben, c'est ça, là, t'en as eu pas mal, là. Hein? Il y a des sujets, en fait, dans Radio Enfer que parfois on se dit, ben, c'était-tu tant nécessaire d'aborder? Mais en fait, oui, parce que c'était dirigé vers les jeunes adolescents et adolescents, donc ils étaient plus conscients que nous, qui étaient peut-être parfois un petit peu trop jeunes pour écouter ça. Enfin bref, ici, c'est intense comme référence, mais c'est là, et il fallait le dire. J'aurais jamais pensé ça de Benoît. Il m'avait juré qu'il recommencerait plus. Ben oui. O.J. Simpson aussi, il avait juré ça à sa femme, tu sais. O.J. Simpson est un ancien joueur professionnel de football américain et c'est aussi un ancien acteur de cinéma. Il est également connu pour malheureusement avoir été accusé d'avoir assassiné son ancienne épouse Nicole Brown ainsi que l'ami de celle-ci, Ronald Goldman, en 1994. Il y en a qui diront que c'était quand même assez tôt pour faire une joke comme ça. Probablement, mais
c'était d'actualité, ça se parlait dans les écoles secondaires, ça se parlait partout. Moment BD, et oh que oui mes amis, cette fois-ci on s'embarque dans un méchant bateau. Je suis très content de ma petite découverte parce que j'aurais pu facilement passer à côté, mais j'ai été titillé et ça l'a donné quand même un beau résultat. Ah ben, quel pic! Hey! Comment ça va? Ça fait un bout qu'on t'a pas vu au local? Non, puis je viens juste de me souvenir pourquoi. Comme à son habitude, Léo tient une BD, mais l'angle ici est trop obtus et la qualité est vraiment beaucoup trop maigre pour savoir quelle est la BD exactement. Cependant, pendant 2 frames, on peut distinguer qu'il s'agit d'une BD de Gaston Lagaffe. Ah ouais, ça c'est sûr et certain en fait que c'est ça, c'est sûr et certain. Hein? Sauf que voilà, selon le site officiel de Gaston Lagaffe, aucune BD de cette couleur-là avec un Gaston seul sur une pochette ainsi qu'un derrière représentant un push-push en cacane n'est représentée. Et c'est donc impossible de lire le titre avec la qualité qu'on a. Donc on est un peu dans le schnout. Et c'est ici mes amis que mon incroyable talent de recherche aura porté fruit parce que j'étais à ça d'abandonner. Je me suis dit bon, whatever, là, c'est un Gaston, mais il est pas officiellement listé sur le site. J'y croyais pas, mais en tout cas bon. Et il y a eu ce frame-là qui m'a fait douter de la première lettre, comme de quoi que ça resterait peut-être pas un G. Et bingo. Cette BD est une BD satirique de Gaston Lagaffe. Elle se nomme Baston, la balade des baffes. L'album porte le numéro 5, mais comme précisé dans l'album, il n'y aura jamais d'album Baston numéro 1, 2, 3, 4 et 6. Il s'agit en fait d'un hommage certes à Gaston Lagaffe, mais aussi à la légende du numéro 5 de Gaston qui n'a jamais sorti. Il n'y a pas de numéro 5 de Gaston et il n'y en aura jamais. D'où la présence de Baston, le numéro 5. Bref, il a été tiré via une édition spéciale Deluxe toilée et numérotée de 1 à 1000, réservée aux membres du club des 1000 sabords. Une réédition va se faire chez Vent d'Ouest et est sortie en 1988. Et dernier petit fait cocasse sur cet album, eh bien, la préface qui est écrite en fait dans l'album, c'est André Franquin qui l'écrit, qui dit qu'il refuse d'écrire une préface. Mais en fait, la préface est écrite par Yvan Delporte. Ça, je trouve ça drôle. Ok, oui, mes amis, c'est ici la toute première fois qu'on peut entendre Léo Rivard, directeur technique, entamer cette fameuse chanson qui est sur le pont de Varsovie. Et attention, j'ai du lourd. Ça va? Mon Dieu, c'est Léo, ça? Hey, on dirait qu'il a bu, il est complètement paf! Oh, ça sent santé! Non, puis surtout pas quand sa mère va l'apprendre. Viens! Et oui, la légende du fameux pont de Varsovie, mes amis, la fameuse chanson chantée toujours par Léo. Alors j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Rien. À part la chanson sur les remparts de Varsovie de Brel. Sinon, rien. Fait que j'ai tout simplement écrit à Monsieur Robin Aubert. Je lui ai posé la question, se pourrait-il que ce soit tout simplement une petite création musicale de votre part? Et il a gentiment répondu, oui, c'est une création musicale, à partir probablement d'une vieille chanson française que j'ai entendue à Cité Rock Détente Estrie dans ma jeunesse. Voilà. Alors oui, bon ben voilà, tenons-nous là pour dire, mes amis, oui, Léo Rivard est probablement un des meilleurs personnages à cause de ça, des petits détails qui sont intégrés par Robin Aubert dans la construction de son personnage, Léo Rivard, directeur technique. Voilà. C'est pour ça que tout le monde l'aime en fait. Voilà. Les anecdotes. J'en ai effectivement pas parlé assez dans cette émission, mais dans cet épisode, eh bien, on a un personnage tertiaire, oui, c'est-à-dire Benoît Briseface, Benoît le débile, Benoît le violent, Benoît l'intimidateur, Benoît... Bref, Benoît, derrière Benoît, il y a un acteur, et cet acteur est quand même excellent. Absolument. C'est le fun, hein? C'est un comique, lui, avec. C'est le fun, on va pouvoir s'extérioriser la colère ensemble. Ouais, tu vois ça, je vais te le faire plier en deux assez vite, moi. Interprété par M. Dominique Darcueil, il a été sous les projecteurs télévisuels jusqu'en 2010 avec Virginie et il a participé à 8 longs métrages, dont, Les Invasions barbares. Et oui, depuis M. Darcueil est artiste visuel comme dessinateur, sculpteur et peintre. Et ça, je trouve ça beau en tabarouette. Comme quoi, mes amis, l'art adoucit les mœurs. C'est n'importe quoi, c'est un personnage.
Une réponse à une question que pratiquement tous les fans de Radio Enfer connaissent, mais bon, il faut quand même que je la pose, mes amis. D'où vient le surnom de Carl le Cat Charret? C'est Carl le Cat Charret qui vous présente votre émission préférée sur les ondes de Radio Enfer. Enfin, Les efforts qui s'appellent de même. Ah, c'est son père qui l'appelle le chat. Pas parce que quand il l'appelle, il vient jamais. J'adore cette raison, c'est très bien pensé, ça rajoute une couche au personnage, et de plus, on l'apprend quand le personnage est comme, disons, un chat caché, un chat mouillé, un chat pris dans sa litière, un chat pas bien. J'adore. Le filage, mes amis. Je n'ai rien d'autre à dire que le filage. Tu files ta laine. File ta laine. Moi, c'est Ben Yaliepi. C'est ça, mon nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous avez sûrement déjà vu ma face dans le journal. Alors, on peut remarquer ici que les différents lecteurs cassettes et disques ne sont pas branchés à la console. En fait, sont juste pas branchés du tout. Il n'y a rien de branché. Mais ça pourrait juste être une technologie wireless inventée par Léo Rivard. oh boy, ça a bien mal commencé. Il est rentré chez eux en criant « Hey, la bonne femme, faut qu'on se parle! » Ah oui, c'est vrai, oui. À la fin, on voit que Carl branche les trucs. Alors ici, mes amis, c'est une référence sur le monde musical. Cependant, j'ai décidé de la mettre sur les anecdotes, car c'est avec ce segment que, en fait, j'ai découvert Ozzy Osbourne, que j'ai découvert cette légende-là, que j'ai découvert bien des affaires sur le monde de la musique lorsque j'étions run, puis que j'avions vu cet épisode-là la première fois. J'avions été à la bibliothèque, oui, pour me chercher des livres sur la musique. Et oui, dans le temps, c'était ça. Internet, il n'y avait pas grand-chose, là. Ben, il y avait des choses, mais... La Toile du Québec, c'est pas... Ben oui, mais... Ozzy Osbourne, une fois, là, pendant un show, il a arraché la tête d'une chauve-souris avec ses dents, là. Rrrr! Méchant pété, là. Il sait pas, lui, que une chauve-souris, c'est Twist Cap! Bon, pour ce qui est de l'histoire de la tête de chauve-souris, c'est vrai, absolument. Cependant, il faut savoir, mes petits amis, qu'il avait demandé d'apporter des rats et des souris en plastique à lancer sur la scène à un moment du concert. Cependant, fouille-moi pourquoi et comment quelqu'un a réussi à attraper une vraie chauve-souris et la lancer sur le stage. Et devinez quel animal Monsieur Ozzy a choisi pour croquer. Evidently threw an unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever, and he picked it up and bit the head off. And Sean's going, Tommy, it's real. I'm going, what? Et je vous rassure, hein, conscient que c'était limite niveau santé et salubrité, eh bien, après le concert, Monsieur Ozzy Osbourne a été se faire piquer contre la rage. Oui. Hein? Sinon, Blade allait te rendre une petite visite, mon homme. On le sait tous, il y a beaucoup de jeux de corps dans la série, des petites parades, des petites cascades, du jeu physique, oui, des petits clins d'œil, et ça, on adore ça. Oui, donc, c'est un petit bec, ça joue. Hey! Le casse! Si tu veux pas jouer à 32 ramasses avec tes dents, laisse Camille tranquille! Comme ici, mes amis, vous remarquerez que l'affiche représentant une jeune fille est nouvelle dans le studio. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé son origine, ok? Peut-être qu'éventuellement, oui. Ce qui n'empêche pas M. Léo Rivard de prendre exactement la même position qu'elle. Et ça, même si c'est pas voulu, c'est beau en maudit. Mais étrangement, dans l'épisode suivant, elle disparaît du studio, et voire même que je crois qu'on la revoit très peu dans les... Voilà, hein? Donc, est-ce que c'était mis là pour ça, juste pour ce gag-là? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est là. Elle est là, c'est présent, ceci est présent. Voilà. Ma chère Camille, tu es un personnage féminin que j'adore. Hein? Je connais personne qui déteste Camille, OK? Mais parfois, Maria a raison au niveau de tes tenues vestimentaires. Voilà. Hey, mais t'as viré Benoît dans ses shorts! Tu as dit ses 4 vérités! T'as été super brave! Hein? Comme ici, très chère Camille, avec tes leggings mauve et violet, hein, qui sont assez particulièrement particuliers. Mais en fait, pour vrai, Camille, t'es originale, t'es une fille originale, t'es une fille qui n'a pas peur des autres, qui est une fille qui se contrefout de ce que les autres pensent, et c'est pour ça que tu t'habilles comme ça, et j'adore ça. Ouais.
Et oui, Radio Enfant, présent ainsi que membre de la communauté du salon, c'est bel et bien tout pour cet épisode. Pour cet épisode. Voilà! Et si tel est le cas, eh bien oui, vous pouvez toujours l'indiquer grâce à vos fameux pouces en l'air, mes amis. Oui. Et vous pouvez effectivement vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Tout ceci est simple et ça m'aide énormément in the YouTube game. Oh que oui! Et oui, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok et avec mon tout petit Patreon. Et pour ma part, mes amis, je continue ce fabuleux voyage erratique dans l'univers de Radio Enfer. Je vous dis à la prochaine et je vous répète que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. In my saloon. Alors, mes amis, tenons-nous-le pour dit, voilà, oui. Eh bien, j'ai nommé Taroua, c'est immédiatement, en fait, qu'on peut attendre la preuve. Même sur chose en fabuleux 5e.